Guillaume? Rec 4 Apocalypse, finalement renommé Rec 4 tout court après avoir lu et compris les définitions du mot apocalypse, est un film d'horreur espagnol. Les suites de trop ne sont donc pas réservées qu'à Hollywood. Sorti en 2014 et réalisé par Jaume Balagueró, un réalisateur considéré comme l'un des chefs de file de la nouvelle vague fantastique espagnole et dont je vous recommande l'intégralité de sa filmographie, sauf Rec 4, et plus particulièrement Malveillance qui est le 9ème meilleur film d'horreur de la décennie, et Rec 1 et 2 qu'il co-réalise avec Paco Plaza, même si, attention, je m'apprête à les spoiler, parce que sinon, pas de chronique. Comme le suggère le chiffre dans son titre, il est le 4ème et dernier film de la saga Rec, et donc la suite de Rec 3 Genesis. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que Rec 3 n'est pas la suite de Rec 2, mais plutôt un spin-off qui se passe en parallèle, même si normalement après le chiffre 2 vient le chiffre 3. Par contre, Rec 2 est bien la suite de Rec, car après le chiffre 1 vient le chiffre 2, ce qui veut dire que Rec 4 est la suite directe de Rec 2, et que ceux qui choisissent le titre des films sont nuls en maths. Un mal pour un bien, car cela m'évite de vous résumer ce troisième film qui, rien qu'en revoyant ces extraits, me fait saigner des yeux et me remémore des souvenirs que je tente encore aujourd'hui d'oublier. Bref, Rec nous embarque aux côtés de Angela Vidal, une journaliste qui, en réalisant un reportage sur les pompiers de Barcelone, se retrouve enfermée dans un immeuble avec un zombie vorace. Évidemment, le virus se répand, et Angela s'enferme dans un appartement qui sent bon la joie de vivre, où elle découvre un enregistrement qui lui indique que le virus provient d'une fillette possédée par un démon. Un démon certes pas gentil, mais poli, puisqu'il attend la fin des explications pour attaquer Angela et la tuer. Sauf que, le film ayant été salué par la majorité des critiques presse et spectateurs, mais surtout ayant rapporté un joli paquet de thunes au vu de son budget, une suite était inévitable. Heureusement pour les studios, le pouvoir guérisseur de l'argent et une pirouette scénaristique ressuscitent, Angela Vidal, et c'est parti pour un deuxième tour. Nous suivons un groupe d'ados qui tentent de faire décoller une poupée gonflable avec des fusées. J'ajoute ça à ma to-do, avant de pénétrer dans l'immeuble infecté malgré la présence de militaires parce qu'ils sont... Ils croisent rapidement la route de soldats et d'un prêtre venu récupérer le sang de la fillette possédée puisqu'ils sont... Et que des hommes crèvent sous les ponts mais ce monde s'en fout. Bref, après avoir visité toutes les pièces de l'immeuble, ils retrouvent Angela qui va les tuer les uns après les autres puisqu'elle est à son tour possédée par le démon après un échange buccal des plus dégueulasses. Rec 4 nous replonge dès les premières secondes dans l'action avec l'intervention de militaires surarmés dans l'immeuble des précédents opus. En bon professionnel, ils décident de se séparer pour être plus vulnérables en cas d'attaque d'infectés et activent les charges explosives qu'ils viennent juste de poser, ce qui leur laisse 4 minutes pour ressortir. Perso, j'aurais attendu d'être dehors pour les activer, mais bon, je suis pas militaire. Ni scénariste. Évidemment, ils se font attaquer, ça mord à la jugulaire, ça fait pan et pan, ce qui devrait attirer tous les infectés, mais heureusement pour les deux survivants, la production n'a pas eu assez d'argent pour en engager d'autres. C'est donc dans le plus grand des calmes que la journaliste Angela Vidal, appelle à l'aide. Malgré le compte à rebours, l'un des militaires monte tranquillement les escaliers et retrouve Angela, ce qui fait visiblement très plaisir à l'ingé son,
même si, pour rappel, elle porte toujours en elle le parasite après son French kiss. Il la regarde, elle le regarde, il la regarde, elle le regarde, les bombes explosent, le virus est vaincu, et c'est la conclusion de la saga Rec. Bon, évidemment c'est faux, mais je vous assure que ça aurait fait une meilleure fin que ce qui va suivre. Après nous avoir balancé le titre du film pour ceux qui l'auraient oublié, on retrouve une Angela amnésique attachée sur son lit. Tout comme le spectateur, elle se demande « Où est-ce que je suis ?» Et l'infirmier lui répond Nous voulons simplement nous assurer que vous allez bien. Ce qui ne répond pas vraiment à sa question. Grâce à la technique universelle du « c'est un peu trop serré », elle arrive à se libérer de ses sangles et fuit dans les couloirs. Après avoir montré ses fesses pour faire trébucher ses poursuivants, habile, elle retrouve le militaire qui lui demande de le suivre pour finalement se faire encercler par des hommes armés répondant aux ordres du docteur. Ricarté. Un homme dont la gentillesse n'a d'égal que la taille de son nez et qui leur demande de se rendre. On n'utilisera plus les sangles. Promis. Ah bah si c'est promis, hein, je vous fais confiance. Sauf que le militaire, il faut pas le faire chier, d'accord? Car c'est un homme, un vrai, qui ne crie même pas lorsqu'il s'enlève un pansement. Alors que je vous jure, ça arrache les poils. Visiblement impressionné par tant de charisme, le docteur lui explique qu'ils ont été mis en quarantaine sur un bateau, ce qui nous permet de faire la connaissance de son équipage haut en couleur avec le capitaine dont c'est la dernière sortie en mer, le second que l'on voit 2 secondes, le cuisinier que le film ne définit que par ses origines asiatiques, et le bon vieux stéréotype du geek qui écoute du rock volume à fond et se goinfre de barres chocolatées tout en matant des femmes à leur insu. Elle est à poil. Après quoi, ça blablate pour ne rien dire, on apprend qu'il y a un laboratoire sur le bateau, blablabla, qu'il n'y a pas de canot de sauvetage, blablabla, le militaire comprend qu'il n'est pas sur une croisière Costa all-inclusive, bref, on se fait chier, alors, attendez, laissez-moi avancer un peu. Ah ouais? Peut-être que dans ton pays, vous les... Non. Enfin un peu d'action. Le cuisinier se fait mordre par un singe infecté qui vient de s'échapper du labo avant de le faire cuire et de le servir à l'équipage parce que pas de gâchis, mais surtout parce que d'après le film, les asiatiques mangent n'importe... Je suis pas vraiment sûr de vouloir m'aventurer là-dessus. Puisqu'apparemment le singe c'est super bon, le second vient féliciter le cuistot sans se rendre compte que c'est pas la grande forme, alors que bon ben ça se voit un peu quand même, avant de se faire attaquer. Heureusement, il est sauvé par le militaire et le médecin qui lui injecte l'antidote qu'il a mis au point, mais ça marche pas. Cette scène était inutile. Très affecté par cet échec, le médecin descend dans le laboratoire pour tout faire péter, mais malheureusement il se ravise parce qu'il reste 40 minutes de film et parce qu'il reçoit in extremis un extrait de Rec 2 qui lui montre l'infection d'Angela par le parasite, ce qui fait de la fin de Rec 2 la meilleure scène de Rec 4. Ce parasite étant la source de l'infection, le médecin compte bien l'étudier pour trouver un vaccin, mais pour cela il doit d'abord retrouver Angela. Comme elle est en sécurité avec quelques survivants de l'autre côté du navire, il se téléporte et essaye de lui extraire le verre par la force. Fort heureusement pour elle, le scénariste avait caché un infecté dans les toilettes et Angela profite de la pagaille générale pour s'échapper, bien aidée par la passivité du geek encore tout émoustillé de l'avoir vu en culotte. Elle est à poil. Comme c'est la canicule, elle enlève son pull pour nous montrer le beau débardeur qu'elle porte depuis le premier film, ce qui visiblement fait très plaisir au geek qui la suit sur les caméras de surveillance. Elle retourne dans la cuisine pour libérer le cuisinier infecté, et là vous vous dites... Quel film de merde. Oui, et également... Pourquoi t'as fait ça? Une question pertinente à laquelle vous n'aurez aucune réponse puisqu'Angela continue sa visite du bateau sans croiser le moindre infecté et abandonne son scalpel pour une hache qui disparaît le plan suivant lorsqu'elle mord le médecin pour lui prouver qu'elle n'est pas infectée. Pendant ce temps, le militaire part chercher des armes pour se défendre et revient avec un moteur de bateau. On dirait moi quand je vais faire des courses. Tout ça pour protéger le geek qui est... Seul qui sait piloter ce bateau. Et là, normalement, vous vous demandez où est passé le capitaine. Moi j'en sais rien. On le voit bien à un moment marcher sur le pont suivi d'un plan du bateau. Sauf que j'ai eu beau faire arrêt sur image, je ne l'ai pas trouvé. Et pourtant je suis imbattable à Où est Charlie. Bref, après avoir aperçu Angela sur la caméra de surveillance, le militaire se téléporte à son tour dans le laboratoire. C'est pas possible, il y a des passages secrets dans ce bateau. Tout ça pour au final se faire démasquer puisque, attention gros spoil, le parasite est dans son corps. Comme le médecin n'a visiblement plus aucune envie de trouver un vaccin, il active l'autodestruction du navire, ce qui leur laisse 20 minutes. Et nous prouve l'engouement du scénariste pour les comptes à rebours, même si perso, je me serais laissé un peu plus de temps pour pouvoir m'échapper. Mais bon, si ça veut dire que le film se termine dans 20 minutes, je suis prêt à fermer les yeux là-dessus. Grâce à la puissance de son charisme, le militaire fait tomber Angela dans la soute avant de l'enfermer dans l'obscurité totale, ce qui nous permet de profiter des 10 secondes les mieux cadrées du film. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et elle trouve une lampe qui n'éclaire pas grand chose si ce n'est la qualité de son surjeu, c'est gratuit, et attire des singes infectés que l'on ne verra quasiment pas parce que le réalisateur a compris qu'une menace est plus effrayante lorsqu'elle est suggérée, mais surtout parce que tout le budget FX est parti dans le bateau. Pendant ce temps, le geek et son compagnon d'infortune se font attaquer. Mais c'est vrai qu'il y a des infectés dans le film. Une attaque qui visiblement effraie le cadreur tant la caméra tremble dans tous les sens. D'après ce que j'ai compris, le geek regarde son pote se faire tuer avant de prendre la fuite tel un gros lâche, puis, au détour d'un couloir, il tue le médecin pour lui piquer
piqué son canot de sauvetage gonflable alors qu'il lui proposait de le partager. Donc, si je résume les caractéristiques de notre héros, voyeurisme, piratage, non-assistance à personne en danger et vol avec homicide. Un personnage charmant. Comme le hasard fait bien les choses, ou parce que le scénariste n'a pas d'idée, son chemin croise celui d'Angela qui échappe au singe en utilisant la ventilation alors qu'elle n'est pas imposteur, et nos deux survivants se dirigent vers la poupe du navire. En chemin, ils croisent plein d'infectés. Alors ça aurait pu... Ça aurait dû... Ils croisent le méchant militaire qui joue à cache-cache, un jeu qu'Angela n'aime pas vraiment puisqu'elle décide de le tuer. Une fois sur le pont, ils se font poursuivre par plein d'infectés, à tel point que je ne peux m'empêcher de me demander, ils étaient où pendant tout le film? Parce que bon, c'est pas un paquebot non plus. Bref, une fois à la poupe, le geek jette le canot de sauvetage à la mer alors qu'Angela prend tout son temps pour sauter. Alors, attends que les infectés se rapprochent. Encore un peu. Pas tout de suite. Vas-y et fais-nous ton plus beau plat. Quelle actrice. Alors que le geek a déjà rejoint le canot de sauvetage, le réalisateur nous fait croire qu'Angela est morte alors qu'elle tentait juste de battre le record du monde d'apnée avant de le rejoindre. On a le droit à un gros plan sur le moteur qui fait un magnifique bruit de moteur. Puis le bateau explose et je remercie finalement le médecin de ne pas avoir mis plus de temps. Nos deux héros s'éloignent alors que la caméra plonge dans les profondeurs de l'océan. Fais pas le con film, balance le générique. Où l'on retrouve notre ami l'asticot qui flotte au gré des courants avant de se faire bouffer par un poisson et c'est la fin. Vous avez l'habitude maintenant. Profitant du générique pour rejoindre la terre ferme, le geek et Angela sautent dans un Uber pour rentrer chez eux. Après quoi, Angela ne donnera plus jamais de nouvelles au geek, ce qui lui brisera le cœur, le plongera dans la dépression et le poussera en 2020 dans une carrière de chanteur. Angela. Et c'est la fin de Rec 4 Apocalypse. Alors, attendez. Si, hein, c'est bien Rec 4. Et pourtant, j'ai eu la sensation de ne pas avoir vu la suite directe de Rec 2, comme si une nouvelle fois après l'épisode 3, on m'avait servi un spin-off sans saveur. Certes, on retrouve Angela Vidal. Certes, on retrouve des infectés, certes, on retrouve le titre, mais où est passé Rec? Pour bien que vous compreniez, il faut remonter en 2008. Ah, 2008, cette merveilleuse année où Bienvenue chez les Ch'tis bat tous les records, où Marion Cotillard est connue pour son Oscar et non pour sa mort dans Batman, et où le rappeur français numéro 1 est Fatal Bazooka. Rec sort dans les salles obscures le 23 avril en pleine période d'Halloween, et pour beaucoup de spectateurs, c'est le choc. Pas un gros choc non plus à la Titanic, Avengers ou Dragon Ball Evolution, mais un choc quand même, non pas pour son scénario simple et efficace, mais plutôt pour la façon dont il nous est raconté à travers les enregistrements d'un caméraman présent sur les lieux, un procédé qui porte le nom de found footage, littéralement traduit par enregistrement trouvé. Si le genre a été popularisé en 1999 par The Blair Witch Project, à moitié traduit en français, parce que Project ça va, mais Wish, où 3 étudiants réalisent un documentaire sur la sorcière de Blair, il est couramment admis que son origine remonte au milieu des années 60 avec The War Game de Peter Watkins, un docu-fiction oscarisé qui simule une attaque nucléaire sur l'Angleterre et qui s'est inspiré du cinéma direct, ou cinéma vérité en France, un dérivé du documentaire né en 1958. Malgré les scandales et les succès qu'a connu le genre, ce n'est qu'à partir de 2008 que le found footage prend réellement son envol sous l'impulsion de films tels que Cloverfield, Diary of the Dead, Paranormal Activity ou encore Rec, un film d'horreur espagnol dont il faut que je vous parle un jour. Un engouement aussi fulgurant qu'éphémère puisque le genre sera rapidement synonyme de médiocrité et de fainéantise auprès du grand public, la faute au studio pour qui found footage rime avec œuvre amateur filmée avec le cul, mais surtout avec rentabilité puisque ça coûte que dalle à produire, et aussi aux journalistes pseudo-spécialisés qui dénigrent constamment le genre, aveuglés par leur vision bien pensante du cinéma. Voilà. Ça c'est dit. Cependant, force est de constater que le found footage aura trouvé son public, comme le prouvent les succès commerciaux à répétition, mais surtout il aura été une source d'inspiration pour beaucoup de cinéastes en herbe qui, avec un simple téléphone, des copains et un peu d'imagination, ont réalisé leur rêve de devenir réalisateur le temps d'un film. À l'époque, la coupe Justin Bieber, ça faisait fureur. Certains diront que le genre est aujourd'hui daté, même si certaines œuvres récentes peuvent faire penser le contraire, et que la majorité de ces films sont des grosses merdes. Oui. Mais déjà, cataloguer le genre tout entier serait une grave erreur qui vous priverait d'œuvres qui méritent que l'on s'y attarde, et surtout cela prouve que s'il est certes facile de faire un film en found footage, il est plus difficile d'en faire un très bon film. Car derrière ces airs de film amateur se cache en réalité un grand nombre de règles qui codifient le genre, dont la plus basique et pourtant la plus fondamentale stipule que la caméra par laquelle les événements nous sont montrés fait partie intégrante de la diégèse. Qu'est-ce que c'est? Une caméra est un appareil utilisé pour capturer les... Non, l'autre mot. Ah! La diégèse est un terme défini par Étienne Souriau dans l'article La structure de l'univers et le vocabulaire de la filmographie, paru en 1951 dans la revue internationale de la filmographie numéro 7-8, à la page 240, mais je vous épargne le numéro de ligne. Comme tout ce qui est censé se passer selon la fiction que présente le film. Tout ce que cette fiction impliquerait si on la supposait vraie.
J'ai rien compris. Mais en gros, cela signifie que la présence de cette caméra et son action de filmer doit être justifiée dans la narration, puisqu'elle fait partie intégrante de l'univers du film. Une notion comprise par le réalisateur de Rec. Il n'en est pas question. À cela s'ajoutent des mouvements de caméra rythmés en limitant la nausée, un cadrage semblant aléatoire mais en réalité très précis, l'utilisation de plans séquences millimétrés et des cuts cachés, bref, un ensemble de facteurs qui doit procurer au spectateur une sensation de réel, d'où ces faux airs de film amateur, tout en étant clair, lisible et agréable à suivre. On est donc bien loin d'un style feignant. Toutes ces règles sont appliquées à la perfection dans Rec et davantage exploitées dans Rec 2 qui, bien que globalement moins réussi, multipliait les caméras subjectives. On était très intéressés de mettre l'œil de le spectateur dans la caméra. Face à une telle maîtrise du fan footage, il était normal de retrouver ces codes dans Rec 4, mais les plus observateurs d'entre vous auront remarqué que ça ne ressemble pas à ça. Vous l'aurez compris, bye bye la caméra subjective et le fan footage au profit d'une mise en scène plus classique, pleinement assumée par Jaume Balagueró, conscient qu'aucun élément scénaristique ne justifiait la présence d'une caméra dans la diégèse. Un choix rassurant donc, puisqu'il prouve la maîtrise des codes du genre par un réalisateur dont le talent n'est plus approuvé vu sa filmographie, et surtout puisque dans les suites de trop de la saison 1, j'ai souvent pu me rattacher aux qualités de la mise en scène. Mais Rec 4 est l'exception qui confirme la règle. Et je me rends compte que je n'ai jamais rien compris à cette expression. Car comment une exception peut à la fois contredire et confirmer une règle? Ça n'a pas de sens. À moins que... Bref, Rec 4 adopte une mise en scène plus classique et ça n'a jamais été aussi vrai. Le film est dénué de toute idée de mise en scène, la caméra se contente de montrer l'action et les séquences s'enchaînent par de simples cuts, ce qui nous offre de sublimes raccords dans l'axe qui vont à l'encontre de la règle des 30 degrés. Laissez-moi donc vous expliquer les deux règles des 30 degrés. La première stipule que si vous buvez plus de 5 shooters d'un alcool supérieur à 30 degrés, alors vous vous réveillerez avec un mal de crâne. Une règle qui, ici, ne nous intéresse pas des masses. Et la seconde stipule que si deux plans successifs montrent le même sujet avec une même valeur de cadre, alors l'angle entre ces deux plans doit être supérieur à 30 degrés sous peine d'être perçu comme un défaut technique par le spectateur. Deux règles fondamentales dont Jaume Balagueró n'a visiblement pas connaissance. Enfin, surtout la première, puisque la caméra est continuellement en mouvement, comme si elle était portée par Tonton Bernard après 3 verres de rouge. Alors certes, cet engagement permanent dans les scènes calmes peut s'expliquer par une volonté de retranscrire le roulis du bateau, même si je ne vois pas trop l'intérêt de donner le mal de mer au spectateur. Mais dès que l'action apparaît, la caméra est prise d'une folie incontrôlable et bouge dans tous les sens au point de rendre certaines scènes illisibles. Cette hystérie est due au maniement de la shaky cam, ou caméra à l'épaule en français, ou cancer du cinéma pour certains cinéastes, une technique utilisée pour la première fois par Michel Brault, une icône du cinéma direct dont je vous ai parlé précédemment. Tout est lié. Et son utilisation dans Rec 4 n'est guère étonnant, puisque le résultat à l'écran est très proche de ce que nous offre le fan footage, un genre qui a été certes un choix de mise en scène atypique, mais surtout un genre qui a donné à la saga Rec une identité propre. Abandonner la caméra subjective, c'est abandonner ce qui fait tout le charme de ces films, cette sensation irrationnelle de réel, cette immersion brutale au cœur de l'horreur. La réussite de Rec est intimement liée à son genre, et je suis convaincu que Jaume Balagueró en était pleinement conscient. Surtout après avoir vu l'épisode 3. Ce changement a donc davantage été dicté par les contraintes scénaristiques que par la réelle volonté audacieuse de s'affranchir de la mise en scène des deux premiers volets. Ainsi, Rec 4 possède tous les inconvénients du fan footage sans en conserver l'identité et le charme. Résultat, entre le mal de mer et les mouvements frénétiques, j'ai rapidement eu la nausée au point de regretter d'avoir mangé un tacos raclette avant le visionnage. Et pourtant, qu'est-ce qu'il était bon ce tacos? Quel gâchis. Alors oui, il est difficile de s'émanciper d'un genre aussi codifié, et certaines sagas en sont devenues prisonnières parfois de leur plein gré, le succès aidant. Cependant, d'autres ont su proposer des films différents, parfois meilleurs que leurs aînés, et ce notamment grâce à des scénarios originaux qui respectent l'univers tout en s'éloignant suffisamment pour éviter la sensation de copier-coller. Mais fort heureusement, le talent d'écriture n'est pas universel, sinon je ne ferais pas ces chroniques. Le scénario est signé Manu Diaz, déjà à l'œuvre sur Rec 2 et sur La Nonne, qui n'a rien à voir avec le spin-off de Conjuring, sauf que ça parle d'une nonne, d'où le titre. Et Jaume Balagueró, chef de file de la nouvelle vague fantastique espagnole dont je vous recommande l'intégralité de sa filmographie. Et oui, je l'ai déjà dit, mais s'auto-plagier, ça ne compte pas. Et croyez-moi qu'il fallait au moins être deux pour être sûr de ne louper aucun cliché du film de zombies. On a donc le droit à des expérimentations sur des animaux qui tournent mal, une situation qui devient vite ingérable dans un lieu sans échappatoire, une tempête en pleine mer et une galerie de personnages stéréotypés avec le scientifique pas très gentil qui se fait tuer, le raciste pas très gentil qui se fait tuer, les militaires pas très gentils qui se font tuer et l'héroïne qui survit, parce que c'est l'héroïne. Mais il serait mentir de dire que Rec 4 ne possède pas une originalité, et pas des moindres, celle de faire survivre un gros pervers meurtrier dénué de courage et qui se paie le luxe de contredire la première règle à Zombieland. Au-delà de ses clichés, de ses incohérences, de sa stupidité et tout plein d'autres adjectifs péjoratifs, le scénario de Rec 4 a surtout été une grosse source de déception car il n'était pas du tout en adéquation avec les attentes des spectateurs. En même temps, si je vous dis que la dernière scène de Rec 2 nous promettait une suite à l'extérieur de l'immeuble, une promesse accentuée par une campagne promotionnelle où il était écrit en gros
gros il est temps de sortir, le tout dans un univers où règne la fin du monde puisque telle est la définition du mot apocalypse, vous me dites un huis clos sur un bateau avec 3 zombies. Pour ce qui est du titre du film, le réalisateur lui-même s'expliqua sur les raisons qui l'ont poussé à supprimer le mot apocalypse. Je voulais pas tromper le spectateur. Par contre, pour ce qui est de la promesse de sortir enfin de l'immeuble, j'ai du mal à voir autre chose qu'une accroche publicitaire racoleuse et mensongère puisque le film ne fait que transférer l'action d'un lieu clos à un autre. Affirmer « il est temps de sortir » pour finalement s'enfermer ailleurs, c'est faire preuve d'autant de bonne foi que quand je dis à mes potes que je ne veux pas aller au McDo parce que je fais attention à ma ligne et que je finis au Burger King. Et pourtant, le scénario de Rec 4 semblait tout trouver avec cette infection qui se répandait dans les rues de Barcelone et au-delà, provoquant la fin de l'humanité. Un scénario qui pour le coup aurait été en adéquation avec la campagne promotionnelle du film et ce gros mensonge inscrit sur le DVD, mais beaucoup moins avec son budget de seulement 5 millions de dollars. A titre de comparaison, World War Z, un autre film de zombies sorti l'année précédente et dont le script se rapproche de cette idée d'apocalypse mondiale, a coûté 200 millions de dollars. Soit 200 divisé par 5, je retiens 12... 40 fois le budget de Rec 4. Contrairement à ce qu'a déclaré le réalisateur scénariste, puisqu'après tout on n'est plus à un mensonge près, je pense que le choix du huis clos a davantage été imposé par ses contraintes budgétaires que par une réelle volonté scénaristique, et je peux le concevoir. Ce que je conçois beaucoup moins en revanche, c'est de nous promettre la conclusion de la saga pour finalement ne rien conclure, et pour le coup 5 millions pour répondre à 3 questions ça suffit. Rec 4 n'apporte aucun nouvel élément à l'intrigue, et de nombreuses questions restent en suspens comme qui était Tristina Medeiros, d'où vient le parasite, que sont devenus les zombies dans l'immeuble, pourquoi avons-nous des sourcils, bref, une multitude d'interrogations auxquelles s'ajoute une fin que l'on peut analyser sous 2 prismes différents. Soit l'asticot se fait bouffer par le poisson et c'est la fin du virus, ce qui est vraiment... comment dire ? Nul à chier, soit le poisson se fait infecter avant de finir au rayon poissonnerie du Leclerc de Brive-la-Gaillarde, ce qui est vraiment... comment dire ? Nul à chier, mais surtout un gros doigt d'honneur au spectateur puisque conclure une saga sur un cliffhanger, ou fin ouverte en français, signifie, comme son nom l'indique, que ce n'est pas vraiment la fin. C'est comme si Harry Potter découvrait en scène post-générique l'existence d'un 8e Horcrux, comme si Bilbo avait donné une réplique de l'anneau à Frodon, comme si le chancelier Palpatine n'était pas vraiment mort et avait une petite fille. J'ose même pas imaginer. Alors que j'arrive au terme de cette analyse, je me rends compte que je n'ai pas dit beaucoup de bien sur le film. Et c'est normal, puisque la musique ne marquera pas les esprits et que les effets de lumière sont complètement loupés au point que Pablo Rosso, directeur de la photographie depuis le premier épisode, dénonça les conditions de tournage. Su gran mayoría poco favorables a la manipulación de la luz. Et pourtant, c'était avec un plaisir non dissimulé que je retrouvais Manuela Velasco, une actrice dont la performance a indéniablement contribué au succès des 2 premiers opus et que j'adorais particulièrement étant ado pour son jeu tout en nuances, mais aussi pour plein d'autres raisons. Les hormones, tout ça. Même si je dois admettre que ce plaisir fut de courte durée puisque les 3/4 de ses interventions sont venus percer mes tympans. Mais si on met de côté ces cris, je trouve la VF pas trop mal. Ce qu'il faut pas faire pour trouver des points positifs. En grande partie grâce au doublage d'Adrien Antoine, l'une des voix françaises les plus iconiques du cinéma qui double notamment Sam Worthington, Henry Cavill ou encore Chris Hemsworth. Un classique. Et prête sa voix dans de nombreuses pubs. Bref, si Rec 4 était une personne, on dirait d'elle que c'est une mythomane tant elle nous promettait une conclusion épique pour une saga qui aura marqué le fanfootage. Mais finalement, celle-ci s'achèvera sur un film lambda, à moins que des millions de personnes demandent un 5e film. Ce qui, je vous assure, n'arrivera jamais, puisque le film aura été un échec total aussi bien d'un point de vue critique que commercial, même si à titre personnel, je le trouve meilleur que le 3e opus. Enfin meilleur. Moins pire quoi. Mais surtout, Rec 4 m'aura permis de vous parler du fanfootage et de ces films trop souvent dénigrés aujourd'hui alors qu'ils m'évoquent de doux moments passés. Ils me font remonter le temps à l'époque où je devais encore montrer ma carte d'identité pour voir un film d'horreur au cinéma. Cette époque où je me suis mis à rêver avec ma petite caméra. Une époque où je pensais simplement créer un film, mais où, en réalité, j'ai créé de merveilleux souvenirs dont la bobine tourne en boucle dans ma mémoire.